Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine d'été et surtout très bien accompagné par l'équipe changeante, mais toujours aussi motivée de 28 minutes. Bonsoir à vous, chers amis. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, c'est la crise de Ceuta et cet afflux et reflux de jeunes Marocains vers l'enclave espagnole qui provoque une vraie crise entre partenaires européens, au grand regret de Madrid et de son ministre de l'Intérieur. Pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable. Alors Ceuta peut-il faire plonger l'Europe dans une crise durable? Les 27 sont-ils condamnés à adopter des lois plus dures contre l'immigration ou au contraire, faut-il davantage accueillir? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, tout le week-end, ont dansé sous les sunlights des chroniques où ils n'arrêtent pas, à savoir Isadora Darcial et Théophile Cossa. Alors, au menu ce soir, Isadora. Alors, c'est un été à l'européenne que je vous propose. Chaque jour, on va découvrir une pratique, un produit de nos voisins européens. Et ce soir, direction la Grèce avec ce petit ustensile dont vous saurez tout en fin d'émission. Voilà, il y a même des effets spéciaux. À tout à l'heure, en tout cas. Et vous, Théophile? Les scientifiques alertent, un nouveau phénomène météo El Niño, vous savez, est en préparation. Il pourrait être cette année d'une ampleur inédite, si bien que certains l'appellent déjà El Niño Godzilla. Ah oui. Pourquoi El Niño Godzilla? Je vous raconte comment ça marche. Alors, on vous retrouve en fin d'émission. Car avant cela, nous allons parler d'un sport qui donne envie de dire « En garde, attention, voilà les gardes du cardinal ». Voilà, c'est à peu près tout. Car il faut bien l'avouer, nous n'y connaissons pas grand-chose en termes d'épée et encore moins d'escrime. Pourtant, nous avons vibré avec l'équipe de France lors des JO de 2024 et notamment Manon Apiti, médaillée d'or au sabre. Elle publie L'or de la vie où notre championne ne s'exprime pas à fleur et moucheté. Et c'est tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Manon Apiti. Bonsoir. Alors, vous êtes escrimeuse, je rappelle votre palmarès, vous êtes triplée médaille olympique, on vous a vu forcément au JO de 2024 pour votre médaille notamment individuelle en sabre, vous êtes championne du monde par équipe, vous êtes également championne d'Europe au sabre et vous publiez ce livre, L'or de la vie, dépasser mes peurs et mes limites, c'est publié chez Robert Laffont. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Paul Barcelone. Bonsoir. Bonsoir Julia Van Est. Bonsoir. Alors, il y a quand même une chose qui m'a étonné dans votre livre, c'est que vous dites que beaucoup de gens vous disent que ce sport est plutôt élégant, mais on n'y comprend pas grand-chose. Comment vous expliquez que pour nous, voilà, alors un peu néophyte, il est plus simple pour nous de comprendre finalement le foot que l'escrime? Le foot, ça passe quasiment tous les jours à la télé, l'escrime tous les 4 ans. C'est ça, oui. Tout simplement. Et il y a quand même beaucoup de règles à l'escrime. Au foot, le but, c'est quand même de marquer. Une fois que la balle, elle est dans les buts, je pense que tout le monde a plutôt moins compris le concept, quoi. Bien sûr, et donc ça ne nous empêche pas en tout cas de vous avoir apprécié notamment à Paris 2024. Et on va parler escrime, mais pas que ça aussi, comment le sport peut motiver pour une vie entière. On discute avec vous dans un instant et on va voir que vous avez vraiment le profil idéal pour nous parler de ce sport. Et Olivier Boucreux nous explique pourquoi. Manon Apiti, vous avez fait de l'escrime un art. Du doigté, même si c'est une arme de barbare. Dans L'or de la vie, vous racontez le revers d'une médaille olympique, les larmes, les souffrances, les failles et le travail pour rester debout. Pour faire de nos fragilités une force, vous avez le profil idéal. Rieux le Pape, année 2000, vous essayez la danse et le taekwondo avant de découvrir l'escrime à 8 ans. Derrière le masque, vous avez l'impression de devenir qui vous voulez. Les filles n'ont pas le droit de concourir avec les garçons et les coupes féminines sont plus petites. Vous détestez ça, vous voulez tirer à égalité. Adolescente, vous quittez votre famille pour un collège sport-études à Orléans, puis entrez à l'INSEP et en équipe de France. Vêtements cachés, chambre retournée, humiliation déguisée en plaisanterie. Face au bizutage, vous riez pour être accepté, avant de comprendre que la vraie force n'est pas d'endurer en silence. Le plus dur, c'est de voir des filles que je regardais avec des grands yeux avant et de me dire non, faut pas que je les regarde, quoi. Faut vraiment que je les tape. Après 2 titres mondiaux juniors, vous restez au pied du podium au JO de Rio. À Tokyo, bronze en individuel et argent par équipe. En 2022, vous voici numéro 1 mondial, mais votre corps et votre tête réclament une pause. Une blessure à l'épaule vous oblige à vous arrêter. Vous retrouvez peu à peu le goût de l'escrime. Moins de 2 mois avant le rendez-vous olympique de Paris, vous craquez après une élimination. Votre mari Bolade Apiti, sabreur olympique, vous secoue. C'est pour ça que c'est le meilleur. Le 29 juillet 2024, vous battez en finale votre compatriote Sarah Balzer et devenez la première française championne olympique de sabre individuel. Juste le mot championne olympique, j'ai du mal à me l'approprier. Et donc voilà, je savoure cette médaille, je la regarde, je dors avec.
c'est mon nouveau bijou. À 7 mois de grossesse, vous passez votre diplôme d'entraîneuse, vous vous entraînez jusqu'à la veille du terme et reprenez 1 mois après la naissance d'Orisha. Avant de gagner un 3e titre national, une championne ne disparaît pas en devenant maman. Préfacé par l'entraîneur Jean-Philippe Dorel, l'or de la vie n'est pas un mode d'emploi pour gagner. Il revendique juste le droit de douter et de demander de l'aide et invite à faire une place à l'échec. Même si on rate, on apprend tellement de choses que ça fait du bien. Voilà Manon Apiti, donc votre livre, L'or de la vie. On l'a vu dans le portrait que vous a consacré Olivier Boucreux quand vous étiez petite, quand vous avez commencé l'escrime, vous vouliez vous battre avec les garçons. On sait que dans le tennis, vous savez, il y a le fameux match du siècle qui a opposé Billie Jenkins à Bobby Riggs, qui était un homme contre une femme. Récemment, plutôt Sabalenka contre Kyrgios, il y a même eu Connors contre Navratilova. Est-ce que vous imaginez, vous, un jour, par exemple, organiser un match contre un escrimeur et finalement, à votre avis, est-ce que vous pourriez gagner aussi ? Ça pourrait être chouette. Je pense que ça pourrait être sympa de le faire un peu comme au tennis. Un match de tennis, c'est très long. Oui. Un match de sabre, c'est un peu trop rapide. Donc, je pense que ce serait bien de faire plusieurs matchs de sabre. Franchement, pourquoi pas. J'irai pas affronter mon mari parce que je vois bien que juste toujours, quand il m'entraîne, il est toujours vraiment meilleur. Mais oui, ça peut être très drôle. Ça pourrait être... On a parlé des différences avec le football en début d'émission. Il y a des différences, évidemment, de salaire aussi entre les hommes et les femmes, on le sait. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau de l'escrime ? J'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire que l'escrime, c'est tellement un sport amateur, tellement peu de gens le connaissent. C'est plus homogène. C'est plus homogène, ça va être plus... En fait, on gagne pas d'argent par nos résultats. Enfin, on n'a pas on n'a pas de contrat de travail comme un footballeur. Donc, ça va être plus à celui qui trouve le plus de sponsors. Et donc, on est très loin des revenus de la NBA ou du Paris Saint-Germain. On n'est pas dans le même monde. Ouais, c'est ça. Alors, pour ceux qui, comme moi, seraient totalement néophytes dans votre sport, et je m'en excuse, Manon Apiti, je voudrais vous montrer cette image avec 3 lames. Dedans, voilà, on le voit, épée, fleuret, sabre. Vous, ce que vous faites, c'est du sabre. En fait, et c'est vrai, quand on le regarde depuis la télévision, on n'a pas l'impression de voir une différence. Quelle est la différence entre ces 3 lames ? Du coup, l'arme la plus simple à comprendre, c'est l'épée, la première. Ça va être vraiment, on touche de la tête aux pieds. Si on touche, on a le point. Si les deux touchent, les deux ont le point. C'était l'arme de duel de base à l'époque. D'accord. L'arme au mieux, ça va être le fleuret, l'arme d'apprentissage. En fait, on apprenait à l'époque au fleuret pour devenir épéiste ou pour devenir sabreur. Et donc, on touche que le buste, les épaules et le dos. Et ce qui est un peu différent, c'est c'est une arme de convention comme au sabre, c'est-à-dire que c'est pas le premier qui touche qui a le point, il faut qu'il ait l'attaque, celui qui va s'engager le premier. Et pour reprendre la priorité, il faut contrer l'autre. D'accord, c'est voilà. ça. Et le sabre, donc il y a ce même système de convention, mais nous, à l'époque, on était les cavaliers. Donc on touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture, parce qu'il y avait le cheval en bas et on récupérait le cheval si on gagnait. Et nous, par contre, on touche avec le tranchant et toute la lame. Donc on peut s'amuser. C'est un peu plus spectaculaire et ça va plus vite parce que c'est plus facile de toucher. Mais donc du coup, on bouge beaucoup plus vite. D'accord. Et vous ne gagnez plus de chevaux maintenant. Non, on gagne voilà, plus. C'est ça. En tout cas, voilà. Alors on va voir qu'il y a une discipline peut-être que vous ne pratiquez pas encore. On va voir ça avec vous, Julia, puisque dans le monde de l'escrime est née donc cette nouvelle discipline qui s'appelle le sabre laser. En effet, et Jean-Mathieu, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu envie de vous glisser dans le costume de Dark Vador ? Alors plutôt Luke Skywalker, quand j'étais plus jeune, je vous l'avoue. Bon, ben, ça tombe bien tout de même parce que cette discipline, le sabre laser, est directement inspirée de Star Wars avec des sabres fluorescents, bleu, vert ou rouge en fonction de, si on se place ou non du côté obscur de la Force, bien sûr. Mais très sérieusement, c'est une pratique avec une dimension artistique, spirituelle et morale visant la maîtrise de soi, comme un vrai Jedi de la guerre des étoiles. Le sabre laser est devenu un art martial à part entière, reconnu en 2018 par la Fédération française d'escrime, qui est votre fédération, Manon Apiti. Aujourd'hui, près de 3000 personnes pratiquent le sabre laser. Ça représente 4% du total des licenciés de la fédération. Et à ce titre, un championnat de France est même organisé chaque année avec 3 disciplines. Et le kata, tout d'abord, qui est un enchaînement de mouvements réalisés en solo. Le combat sportif qui s'apparente à de l'escrime. Et puis le combat chorégraphié, c'est très intéressant. C'est un combat avec une vraie mise en scène, et on se croirait en plein duel final de l'Empire contre-attaque. Manon Apiti, est-ce que vous avez déjà essayé le sabre laser ? On m'a fait essayer, tout à fait. Du coup, c'était un petit peu étrange pour moi parce que c'est complètement différent. Il y a vraiment des règles qui sont un peu opposées au sabre classique, mais c'est assez marrant. Ouais. Du coup, forcément, quand on le prend, nous aussi, on se fond directement dans Star Wars. Dans Star Wars, c'est ça. Alors forcément, on va venir à
le chapitre qu'on attend dans votre livre, c'est ce moment où peut-être que les Français qui ne connaissaient pas forcément ce sport vous ont aussi découvert, qui est le 29 juillet 2024, quand vous devenez championne olympique sous la verrière du Grand Palais. L'endroit est extraordinaire, mais surtout vous le racontez tout de même. Nous, tous les Français, on a été derrière vous, mais en face de vous, il y a une compatriote. Et en fait, nous, on est contents parce que finalement, il y a 2 Françaises qui sont en finale. Mais pour vous, finalement, c'est pas un bonheur extrême d'affronter une autre Française. Pas vraiment, pas vraiment. C'est-à-dire que sur le coup, quand je gagne ma demi-finale, je me dis quand même la France a gagné. Et ça, c'est quand même magique. Mais après, on vient toutes les deux pour être championne olympique et voilà, la compétition est vraiment pas finie. Je vais pas dire qu'elle commence, mais là, on sait que toutes les deux que c'est très important. Oui, et quand c'est une Française, une compatriote, quelqu'un que vous connaissez, on imagine que là, on rentre dans une autre forme de pression, en fait, non ? Il y a un peu de ça de se dire, je veux être la meilleure du monde, mais il y a aussi cette chose où, pendant des années, on va nous comparer, on va dire, c'est la nouvelle meilleure, celle qui a plus gros le palmarès, qui est vraiment la meilleure de quoi, et nos égos, forcément, ils sont touchés. On veut dire que non, c'est moi la meilleure, et forcément, on s'entraîne depuis des années pour ce titre-là, ce titre à Paris, donc on sait que c'est maintenant, quoi. Ce moment, vous l'avez partagé avec votre mari, dont on a parlé, Bolladé Apiti, qui a surgi sur la piste sous la verrière du Grand Palais pour vous prendre en héros, vous prendre dans les bras. Certains sur les réseaux sociaux sont étonnés en disant c'est un moment volé, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Et vous, comment vous l'avez vécu ce moment, presque à 2 finalement ? Pour moi, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Le fait déjà de rencontrer une coéquipière, c'est compliqué de savourer la victoire parce que c'est quand même une coéquipière. Mais forcément, quand mon mari il arrive, en fait, c'est le moment aussi où je réalise que je suis championne olympique et il me fait profiter de ce moment-là. Il me fait profiter du public. On a pu vraiment. C'était juste incroyable en fait de le faire avec lui et j'ai tout de suite dit à tout le monde, mais moi c'était mon rêve de gagner pour pouvoir profiter avec lui parce que c'est vraiment avec lui que j'ai tout partagé. On a préparé ces Jeux Olympiques ensemble. Ça fait des années qu'on s'entraîne ensemble, que je suis insupportable avant les championnats. Donc non, c'était vraiment avec lui que je voulais partager ça parce que lui aussi sait ce que c'est. Il a préparé ces Jeux avec moi, donc c'était nous deux, quoi. Manon Apiti, après votre médaille au JO de Paris, vous êtes devenue maman. Un événement très marquant aussi dans votre trajectoire. Et justement, dans votre livre, vous évoquez la question des femmes dans le monde du sport, de la grossesse. Vous expliquez que notamment le fait d'être devenue maman, ça vous a fait baisser dans les classements. Oui. Pourquoi ? Et vous voulez changer ce système ? En fait, le fait d'être enceinte du coup pendant 9 mois, pendant 1 an, je fais pas de compétition et du coup mon classement il dégringole à chaque compétition que je ne fais pas. Je perds à chaque fois des points et donc quand je reprends la saison juste après ma grossesse. On voit une photo de vous là, en effet, à l'entraînement. Voilà. C'est assez, oui, en effet. C'est assez drôle. Mais en fait, quand je reviens, en fait, c'est comme si je devais tout recommencer à zéro, comme à l'époque. J'ai plus du tout de points. Et par exemple, cette année, je l'ai senti. J'ai perdu que contre des filles qui étaient dans le top mondial, mais je dois quand même repasser par les qualifs à chaque fois. Et donc, je reprends ces filles beaucoup plus tôt dans la compétition. Et donc, je dois, comme si je n'avais jamais été championne olympique, comme si je n'avais jamais rien gagné. Alors que je pense qu'en fait, j'ai envie de comparer ça à un homme. L'homme ne va pas devoir tout recommencer à zéro parce qu'il a un enfant. Et on s'est dit entre plusieurs mamans et on en a parlé avec plusieurs athlètes, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de geler ses points pendant un temps indéterminé en fonction de comment se passe la grossesse aussi, que ce soit quand même quelque chose d'organisé, de vérifier qu'on soit bien enceinte pour ne pas tricher, mais juste pour dire aux femmes, il ne faut pas attendre une fin de carrière pour pouvoir faire un bébé, on vous soutient, c'est la vie, c'est normal, et quand vous revenez, si vous êtes moins bon, vous allez forcément chuter, donc ça ne doit pas venir d'un bébé de devoir tout recommencer à zéro. C'est une question que se posent en effet de nombreuses sportives. Juste un mot rapidement, on vous trouve donc à Los Angeles en 2028. J'espère bien. C'est ça, voilà, d'accord, très bien. On pourra vous soutenir pour gagner une nouvelle fois. En tout cas, il faut vous lire L'or de la vie, dépasser mes peurs et mes limites chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Manon Apiti, d'être passée par 28 minutes pour nous parler de votre parcours. Allez, passons maintenant à notre débat. Que s'est-il vraiment passé à Ceuta entre jeudi et vendredi dernier ? Si l'origine de cet afflux de migrants vers l'enclave espagnole reste toujours un mystère, les images ont marqué les inconscients européens. De nombreux leaders populistes, mais également de droite, ont évoqué une invasion migratoire. Giorgia Meloni a demandé que l'Espagne soit suspendue de l'espace Schengen pendant 1 mois et une réunion des ministres de l'Intérieur des 27 est prévue pour demain afin de parler du sujet migratoire. Les événements des Ceuta vont-ils alors provoquer une crise durable au sein de l'Union européenne ? Est-il nécessaire de durcir les conditions d'accueil ou, au contraire, faut-il les assouplir ? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem.
L'Espagne cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. 4 jours après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave de Ceuta, tous les regards se tournent vers Rabat. ¿Qué responsabilidad tiene Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta, la mayor de los últimos años? Estamos viendo las imágenes constantemente. Es evidente que esto no sucede si Marruecos no quiere que pase. La pregunta es qué quiere Marruecos o qué le ha molestado. Les interrogations se multiplient. Restent les faits. En fin de semaine dernière, des dizaines de milliers de migrants marocains et subsahariens essentiellement ont rallié l'enclave espagnole de Ceuta. Au moins 72 personnes ont perdu la vie pendant la traversée. Nous, on attend quand le gouvernement espagnol va faire avec nous une solution. Comme ça, on va rentrer à l'Europe. À ce jour, l'écrasante majorité des migrants a été renvoyée au Maroc et la situation semble revenue sous contrôle. Mais en Europe, le malaise ne s'est pas dissipé. Certains dirigeants européens accusent l'Espagne d'avoir créé elle-même un appel d'air en régularisant temporairement plus d'1 demi-million de personnes. Face à la polémique, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont décidé de se réunir demain, en urgence et en plein cœur de l'été. Giorgia Meloni qui a annoncé jeudi soir vouloir la suspension de Schengen pour les liaisons aériennes et maritimes avec Madrid. Et le relais, il est venu d'Helsinki. La ministre finlandaise de l'Intérieur, Mari Rantanen, elle écrivait ce vendredi, regardez, l'Espagne a totalement échoué à protéger la frontière extérieure de l'espace Schengen contre les intrusions. Cela ne peut pas continuer ainsi. Alors que les 27 affichent des divergences, peut-on encore imaginer une politique commune sur la question migratoire? Comment expliquer l'épisode de Ceuta? Voilà, pour en débattre ce soir, nous recevons Adina Revol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Et selon vous, l'Europe ne possède aucune compétence sur l'immigration légale. Décider ou non des régularisations relève de chacun des États. Ce week-end, dites-vous, les dirigeants européens se sont ridiculisés. À vos côtés, Serge Slama, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes. Vous êtes aussi membre du centre de recherche juridique. Selon vous, Pedro Sanchez, donc Premier ministre espagnol, n'a pas provoqué d'appel d'air en régularisant puisque les statistiques montrent au contraire une baisse des entrées en Espagne au lieu de faire de la surenchère verbale. Dites-vous, les 26 autres pays auraient plutôt dû activer le mécanisme de solidarité. Et puis William Tay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, président du think tank Le Millénaire. Selon vous, la grande vague migratoire n'est pas derrière nous, mais reste à venir. Cela s'explique notamment par la multiplication des guerres et par des tendances démographiques totalement asymétriques. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul, et le chiffre du jour. 22 comme le nombre de pays qui ont réclamé une réunion d'urgence qui aura lieu demain sur la crise migratoire à la manœuvre. Avec une lettre ouverte, la première ministre italienne Giorgia Meloni qui a annoncé fermer Schengen, ne plus appliquer la libre circulation avec l'Espagne, renforcer les contrôles aux frontières, soutenue par son homologue Danemark, Mette Frederiksen. Parmi les autres signataires, je signale le chancelier allemand Friedrich Merz, mais pas le Portugal ni la France. William Tay, pourquoi la France n'a pas signé cette lettre ouverte, cet appel ce week-end ? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron, déjà, il n'était pas forcément en faveur de toutes les mesures qui ont été mises en place par l'Union européenne, notamment sur la directive retour, il était contre la mise en place des hubs. Et puis aussi, Emmanuel Macron est en fin de mandat, il doit sillonner son image de marque, on ne sait pas ce qu'il veut faire par la suite, et donc peut-être qu'il ne peut pas se brouiller avec un dirigeant en place, notamment Pedro Sanchez, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que d'un point de vue concret, Emmanuel Macron a toujours été européen, et la suspension de l'espace Schengen n'est pas permise par les traités européens, mais vous pouvez le faire de manière factuelle. C'est-à-dire que théoriquement, vous ne pouvez pas exclure l'Espagne. Mais si tous les pays décident de rétablir leurs frontières avec l'Espagne, de facto, vous sortez l'Espagne de l'espace Schengen. Et donc je pense qu'Emmanuel Macron, étant européen nature, ne veut pas sortir de la philosophie européenne. Et donc pour toutes les raisons cumulées, je pense que la France n'a pas voulu signer cette lettre d'intention. On va parler de l'espace Schengen dans un instant, mais juste avant, Adina Revol, si on remonte un peu en arrière, c'est assez intriguant, et on l'a vu dans le sujet d'Amira Swilem, c'est le Maroc, on le sait, qui surveille de près sa population, qui aurait laissé passer, donc partir et revenir ensuite près de 60 000 personnes. On peut quand même s'étonner en fait de ce scénario, non ?
Mais en tout cas, je crois qu'une enquête indépendante, peut-être au niveau européen, en coopération avec le Maroc, doit être diligentée au plus vite. Et on parlait de la réunion des ministres de l'Intérieur. C'est demain, oui. C'est demain. Moi, je trouve que c'est bien trop tard. Cette réunion, c'est une réunion qui arrive après la crise. Donc, au mieux, on peut décider d'enquêter sur les raisons de la crise, sur le timing également, quel rôle ont joué les réseaux sociaux, par exemple, l'amplification, peut-être par des acteurs hybrides, des acteurs tiers comme la Russie. Donc, les autorités ukrainiennes ont déjà mis en avant le rôle joué par Russia Today et par Pravda Espagne. Ce sont des mécanismes déjà utilisés par la Russie en Bélarussie, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Et puis cette réunion, en fait, elle aurait dû avoir lieu vendredi. La présidence irlandaise du Conseil des ministres aurait dû la convoquer en urgence, au lieu d'assister à ce étalage de divergences européennes qui a fait beaucoup de mal à l'image de l'Europe. L'un des événements qui frappe aussi ces dernières heures, c'est le silence de Rabat, c'est le silence du Maroc, seulement un communiqué laconique ce matin. Est-ce qu'il y a une forme d'instrumentalisation, Serge Slama, peut-être à des fins politiques, voire, j'ose le mot, politicienne? Alors peut-être de politique intérieure. Alors d'une part, les relations diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc sont complexes parce que c'est l'ancien colonisateur et c'est une enclave, deux enclaves même, Ceuta et Melilla, dans le territoire africain, marocain. Et donc, il y a probablement une instrumentalisation qui est liée au contexte marocain actuel. On était dans une fête du trône, on a peut-être prochainement dans une fin de régime, une passation, enfin, les choses évoluent au Maroc. Fin de règne de Mohamed VI. Fin de règne. Et donc, on l'a vu avec Bouteflika en Algérie, dans ces fins de règne, il y a souvent des transitions un peu compliquées, des luttes d'influence. Et on pourrait peut-être expliquer le fait qu'autant de migrants aient réussi à passer sans être arrêtés par ce contexte marocain très spécifique. Alors on va voir la carte justement de ces deux enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla. C'est assez étonnant parce que, on le sait, William Tell, le Maroc revendique. Et en fait, on le voit aussi avec d'autres qu'on appelait auparavant confettis d'empire. En fait, on se demande si c'est pas un peu toujours incongru de la part de l'Espagne. Ça paraît complètement hors d'âge. Peut-être que l'Espagne ait encore des possessions au Maroc. Ça peut apparaître d'un point de vue historique et d'un point de vue après ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale comme incongru. Mais ensuite, après, est-ce que l'Europe et l'Espagne ont intérêt à lâcher ces positions? On ne le peut pas. Maintenant, on sait que les grands empires veulent se battre pour le contrôle des routes commerciales. Or, on a besoin de ces deux enclaves, notamment pour contrôler le détroit de Gibraltar. Donc, d'un point de vue vraiment stratégique, l'Europe, pour la maîtrise de ses voies navigables, ne peut pas lâcher l'enclave de Ceuta et ne peut pas abandonner l'Espagne. C'est le premier élément. Le deuxième point, sur le cas du Maroc, et ce qui interroge notamment, c'est pourquoi est-ce que le Maroc, si par cas c'est vrai, et qu'ils auraient organisé ou laissé faire un tel passage, notamment lorsque vous comparez, lors de la vague de 2015, vous étiez à 1,8 million de franchissements de frontières, et donc à peu près une moyenne de 4 000, 5 000 passages par jour. Là, vous êtes à 60 000, donc c'est beaucoup plus important. Vous avez très rarement des passages à 60 000. Donc, c'est pour ça que la rumeur d'une organisation, qu'un État puisse organiser ou que des organisations puissent le faire, est possible. Moi, là où je mets une limite, c'est est-ce que le Maroc a intérêt à le faire? Premier point, c'était pendant la fête du trône. Deuxième point, est-ce que si le Maroc organise ça, Pedro Sanchez ou l'Espagne lâcherait Ceuta? Peu probable. Je pense que la raison est plutôt sur une question de politique intérieure, notamment le roi, ça a été évoqué, est en fin de règne, et que pour laisser vivre la société, il a plutôt laissé faire plutôt que d'organiser quelque chose. Ça apparaît comme la chose la plus probable. Rien à voir selon vous, selon une visite de Pedro Sanchez à Alger Je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui font que le Maroc, les États-Unis et Israël peuvent vouloir que Pedro Sanchez aille mal, ça c'est possible. Ensuite, après, de là à organiser quelque chose, on n'a pas assez d'éléments pour que ce soit le cas. C'est plutôt probable que le Maroc ait laissé faire plutôt qu'ils aient organisé quelque chose. Alors, William T. évoquait le nom de Pedro Sanchez, c'est donc le Premier ministre espagnol qui est véritablement, depuis la semaine dernière, dans l'œil du cyclone, accusé notamment par Javier Milei, aujourd'hui le président argentin, de se servir de l'arrivée de migrants pour les naturaliser, puis récupérer leur voix. La droite et l'extrême droite, dans son propre pays, s'engouffrent dans la brèche. Je vous propose d'écouter le leader de Vox, Santiago Abascal. Sánchez es el que ha demostrado que lo único que ha hecho en todo este tiempo es destruir la Unión Europea. Va a provocar el cierre de la frontera Schengen porque ha sido uno de los principales promotores de la inmigración ilegal, con el regalo de la nacionalidad española y con la promoción de la invasión porque quiere regularizar a todo el que ha entrado aquí ilegalmente. Por lo tanto, yo entiendo que Italia y otros países digan que quieren cerrar las fronteras.
Adina Revol, est-ce que l'Espagne est responsable de ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Est-ce qu'elle aurait créé un appel d'air avec cette opération de régularisation menée par le Premier ministre? Vous savez, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'avec cette crise, Giorgia Meloni, elle s'est adressée à son électorat national, parce qu'il ne faut pas oublier... La présidente du Conseil italien. Oui, voilà. Elle s'est adressée à son électorat national. Il ne faut pas oublier qu'elle-même a utilisé ce qu'on appelle les decreto flussi pour faire venir des immigrants légaux en Italie, parce qu'on ne décrète pas la démographie. Et il y a une question démographique qui est la même pour partout dans l'Union européenne. Oui, mais et là, donc, excusez-moi, mais Giorgia Meloni, elle dit pas, elle ne régularise pas. Elle dit, je donne des droits au travail à ces immigrés pas régularisés. Donc, en fait, la question, c'est vraiment ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Pedro Sanchez a-t-il créé un appel d'air, à votre avis? On tape beaucoup sur Pedro Sanchez, alors qu'il a effectivement régularisé des demandeurs, des ressortissants en situation irrégulière en Espagne, donc 1,2 million. C'est pour 1 an, donc c'est renouvelable tous les ans, aussi à cause de sa démographie, entre autres. Donc c'est pour ça que je faisais la comparaison. Mais en fait, la question est plus globale, c'est qu'on tape sur l'Espagne, qui en fait finalement, les rentrées à Ceuta en temps normal ne sont pas énormes, donc beaucoup moindres qu'en Italie, sur la route méditerranéenne. Et donc finalement, l'Espagne a aussi été un pourvoyeur de solidarité lorsqu'il y a eu la crise du Bélarus. Et donc maintenant, on tape sur Sanchez tout le temps. Et donc c'est ça qui est terrible dans cette crise, c'est qu'en fait, on a une crise migratoire qui a été finalement gérée par l'Espagne et en même temps, on a une crise institutionnelle européenne. Et c'est ça qui est important parce que finalement, l'Europe se déchire alors qu'elle a réussi à construire un cadre migratoire et asile et retour qui est plus fort que ce qu'on avait avant. Et donc, en fait, finalement, tout ce qu'on a construit, finalement, montre que... on manque toujours de solidarité. Quand vous parlez de la crise biélorusse, c'était juste avant la guerre en Ukraine. En effet, le président Loukachenko avait poussé, justement, en effet, aussi des migrants à aller vers l'Europe auprès de la frontière, en effet, biélorusse. Serge Lamache, vous voyez réagir par rapport à ce qui Oui, en fait, sur l'appel d'air. Comme tous les leaders d'extrême droite, c'est un mensonge. Alors déjà, ils parlent d'accès à la citoyenneté espagnole, donc c'est pas du tout ce qui a été fait. Il y a eu 1 million de demandes pour obtenir un titre de séjour, pour être régularisé, comme on dit en France. Ça concernerait à peu près 500 000 personnes. Et l'effet d'appel d'air, déjà, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été prouvé par aucun travail scientifique qu'il existe un appel d'air. Mais là, vous montrerez les statistiques, j'imagine. C'est l'inverse. C'est-à-dire le nombre de passages vers l'Espagne a diminué ces 2 dernières années. Donc s'il y avait un effet d'appel d'air, on l'aurait vu statistiquement. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Ceuta, où là, très clairement, il y a eu un emballement par les réseaux sociaux. Il y a une décision du tribunal suprême espagnol. Il y a un écho de tout ça. Peut-être qu'il y a une intervention... On ne sait pas de qui, on parle des Russes, peut-être des Américains, enfin des réseaux sociaux. Et ça aboutit à ce que ces jeunes Marocains pensaient pouvoir accéder au territoire européen. Très rapidement, Moi, sur la question de l'appel d'air, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, parce que quand vous regardez, lorsque les politiques prennent des décisions, et les gens sont plutôt intelligents maintenant dans un monde connecté, les gens réagissent en fonction des décisions qui ont été prises. Nous, souvent, on cite cet exemple. Lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis, donc en novembre 2016, le lendemain, il n'était pas président des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous êtes élu en novembre pour être en fonction en janvier, et les demandes de visa où les demandes d'entrée sur le territoire américain ont baissé en fonction des pays entre 47 et 65%. Donc c'est-à-dire que les gens ont intégré, avant même qu'ils soient élus, avant même qu'ils mettent une seule place de politique publique, la menace qui change la législation et qui fait qu'ils puissent sortir des gens, changer cette menace. Et quand vous regardez également la décision prise par Angela Merkel, la décision d'Angela Merkel a fait que les flux migratoires ont été beaucoup plus importants, que ce soit en entrée légale ou en entrée illégale, à partir de 2015. On parle de l'Europe et en première ligne l'Espagne. Et avec vous, Julien, on va voir que samedi, les autorités espagnoles ont-elles commencé à installer une barrière flottante au large de Ceuta? Oui, la marine et la garde civile espagnole déployées pour installer ce dispositif qui, il faut le rappeler, pour nos téléspectateurs, n'a strictement rien à voir avec les bouées qui délimitent les zones de baignade près de nos plages. Là, il s'agit vraiment d'une barrière flottante longue de 500 mètres, normalement infranchissable car haute de 70 cm au-dessus de la mer et elle s'enfonce jusqu'à 1 mètre de profondeur. Elle est censée empêcher les migrants de nager jusqu'à la digue de Tarajal, ce fameux point de passage entre l'Espagne et le Maroc. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, l'a qualifié, je cite, de barrière de confinement. Alors, ce n'est pas la première fois que ce type de dispositif est mis en place dans le monde. En 2023, aux États-Unis, face à l'afflux migratoire, alors que Joe Biden, est président, le gouverneur du Texas, qui est élu républicain, a ordonné l'installation de grosses bouées oranges, une barrière flottante longue de 300 mètres sur le fleuve Rio Grande, qui sépare les États-Unis du Mexique.
Mexique. Pour le gouverneur, l'objectif était, selon lui, de compenser l'inaction des autorités fédérales. Et en 2020 également, la Grèce a manifesté son intention d'installer une barrière flottante au large de l'île de Lesbos. Mais le projet a été abandonné face à la pression des ONG qui ont pointé du doigt les risques de noyade pour les migrants. En effet, aux États-Unis, 2 corps sans vie ont été repêchés, accrochés à ces bouées. Adina Revol, qu'est-ce que vous pensez de ce type de dispositif? Est-ce que ça peut être un moyen de dissuasion pour éviter ces flux migratoires? En fait, je pense qu'il faut parler de la politique globale de l'Union européenne et ça me ramène à la question d'avant sur... en fait, on a aujourd'hui... On a un cadre européen et après, on a aussi des décisions nationales. Et il se trouve que l'Europe n'a pas la compétence sur toutes les parties de la politique d'asile et d'immigration. Et très concrètement, lorsqu'il s'agit de régulariser des citoyens en situation irrégulière, en fait, ça reste des décisions nationales. Et donc, il y a un différend aujourd'hui en Europe et c'est ça qui en partie explique la crise d'aujourd'hui entre Meloni et Sanchez. Et c'est tant qu'on n'a pas un débat au niveau européen, mais coordonné, et où on se met d'accord sur est-ce qu'on veut régulariser, est-ce qu'on a des critères communs, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose d'efficace au niveau européen. Alors, et peu importe les instruments, justement, les barrières, ça reste juste quelque chose qui sera critiqué. On peut avoir beaucoup d'autres types de barrières qui ont été mises en place ailleurs dans l'Union européenne. Et finalement, ce n'est pas ça qui produit des résultats. C'est se mettre d'accord au niveau politique. Serge Tamaï, forcément, il y a un mot qui revient à chaque fois. On en a parlé au début, c'est Schengen. Schengen, à chaque fois, donc, qui a été imaginé, créé en 1995. On a l'impression que tout le monde l'aime. Et puis, dès qu'il y a un problème, en fait, tout le monde le déteste, ce mécanisme. On va juste regarder une carte, regarder les membres de l'espace Schengen. Alors en plus, vous avez des membres de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen. Vous avez des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont dans l'espace Schengen. Par exemple, on le sait, comme l'Islande, la Suisse, la Norvège, voire même le Liechtenstein, figurez-vous, et oui. En effet, donc on le voit, en effet, ce mécanisme, Serge Lama, on a l'impression que on a du mal à le comprendre, déjà, que les Européens ne saisissent pas trop, parce que, en fait, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cet espace, on peut complètement circuler librement? C'est beaucoup plus complexe que ça. Je reviens juste sur les bouées. C'est lié à des décisions des cours suprêmes. D'accord. Pour les États-Unis, c'est la Cour suprême américaine qui a dit qu'il faut toucher le territoire américain pour faire une demande d'asile. Et sur les bouées qu'on vient de voir, c'est aussi la décision du tribunal suprême espagnol qui a expliqué qu'il n'y avait pas de forçage de frontières puisqu'il n'y avait pas d'obstacle en mer. Juste sur Schengen. Alors, sur Schengen, en fait, c'est très simple. L'idée des accords de Schengen, c'est un espace de liberté de circulation des marchandises et des personnes. Et normalement, on n'est pas censé avoir de contrôle dans tout cet espace, mais les contrôles se font à l'extérieur. Et un pacte européen sur la migration asile a été adopté en 2024 et rentre en vigueur au mois de juin 2026 pour renforcer ces contrôles aux frontières extérieures, pour faire du filtrage. À Ceuta, normalement, il y a dû y avoir un filtrage des ressortissants de pays tiers qui sont rentrés. Le Justement, problème, c'est concernant Ceuta et Melilla, qui sont des enclaves espagnoles proches des côtes marocaines, pour qu'on comprenne bien, est-ce que ces enclaves font partie de l'espace Schengen? Alors, ils font partie de Schengen, mais avec des dérogations, puisque au moment où l'Espagne a adhéré à l'Union européenne et à l'espace Schengen, il y a un accord spécifique qui a été fait sur Ceuta et Melilla. Et donc, en fait, les migrants qui arrivent à Ceuta et Melilla n'ont pas de droit d'accès au territoire, au continent espagnol. Il n'y a pas de liberté de circulation. Il y en a pour nous, avec un passeport européen, sans difficulté. Mais en revanche, pour ces migrants, il y a, comme je viens d'expliquer, un filtre qui est fait sur ce territoire, une possibilité de refoulement à partir de ces territoires. On voit bien qu'il y a une bataille juridique qui se joue là ces dernières heures, depuis ce week-end, a fortiori depuis ces événements. Est-ce qu'il est possible d'exclure l'Espagne de l'espace Schengen, ou alors ce ne sont que des déclarations à l'emporte-pièce? Ça n'a aucun sens. Schengen, c'est un règlement européen, c'est une loi. D'accord. Là, vous êtes en train de me dire, la Gironde, ça va mal, on va exclure la Gironde de certaines lois françaises. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, on essaye d'être solidaire avec la Gironde. Je crois que c'est la meilleure solution. Là, c'est la même chose. Il y a un pacte qui prévoit que les Espagnols doivent filtrer à l'entrée. S'il y a des demandeurs d'asile, des mineurs, ils doivent examiner leurs demandes. S'il y a des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ils peuvent les refouler. Mais quand il y a un afflux de migrants comme celui-là, ce qui devait être mis en œuvre, c'est un mécanisme de solidarité. Ça fait partie du pacte. Un des 9 règlements est sur le mécanisme de solidarité. Le pacte asile et immigration, donc, qui rentre en application le 12 juin dernier. Voilà. C'est ça. Et donc là, il y aurait dû y avoir la solidarité des autres États européens. On n'aurait pas dû rétablir les contrôles frontaliers partout. Il n'est pas possible de suspendre Schengen, sauf à sortir l'Union européenne. Donc voilà. Mais en revanche, il est possible de rétablir les contrôles. Alors la preuve, en France, on l'a rétabli depuis le 13
novembre 2015. Depuis la COP21, puis les attentats, sans discontinuer, les Français ont rétabli les contrôles. Vous ne pouvez pas annoncer le rétablissement, puisqu'ils étaient déjà rétablis en France. On va le voir, on va aller sur notre archive du jour qui va nous emmener en février 2001 à Saint-Raphaël, où va s'échouer le cargo East Sea, avec à son bord 908 réfugiés kurdes, à la stupéfaction générale. Des visages pétris de fatigue sur lesquels on lit aussi la faim, la soif, le froid. Il était près de 4 heures ce matin lorsqu'un cargo d'une 50aine de mètres battant au pavillon cambodgien s'est échoué au large d'une plage de Bouloris, près de Saint-Raphaël, à 20 mètres du rivage, entre sable et rochers. À son bord, près de 1200 personnes, essentiellement des Kurdes irakiens, des enfants aussi, plusieurs centaines, dont plus de 100 ont moins de 5 ans. Durant la traversée, 3 accouchements auraient eu lieu, mais fort heureusement, les secours n'ont relevé aucun cas sanitaire grave. L'échouage sur la côte de Bouloris ce matin ressemble beaucoup à un acte volontaire. Les hommes valides serraient les enfants dans leurs bras, dans leurs yeux, toute l'incompréhension et la détresse du monde. William Tay, on est 25 ans après ces images. Est-ce que ce phénomène-là pourrait se reproduire de nos jours sur les côtes françaises ? Oui, c'est évident que ça va se reproduire. Et moi, je pense que, de toute façon, vous avez plusieurs raisons qui font que la vague migratoire va être de plus en plus forte dans les années à venir. Premièrement, le cycle géopolitique n'est pas le même que celui qu'on a connu post-Deuxième Guerre mondiale. L'ONU est beaucoup moins efficient pour résoudre les conflits. Vous avez plus de superpuissances capables de gérer toutes les affaires du monde ou une superpuissance capable de tout régler, ce qu'on appelle le gendarme du monde, les États-Unis. Maintenant, vous avez des empires qui ont des vocations régionales et qui utilisent les moyens militaires pour avoir leurs envies. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de certains pays du Moyen-Orient, c'est le cas de l'Inde et c'est le cas de la Chine. Donc ces pays-là vont provoquer des guerres de manière inévitable. Et donc, lorsque vous avez des guerres, lorsque vous avez des conflits, inévitablement, vous avez des mouvements de population. Or, quand vous regardez le contexte international, vous avez des pays qui ont mis en place ce qu'on appelle des restrictions et des mesures de protection aux frontières. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Australie, etc. Donc quand vous êtes migrant, vous vivez dans une zone en guerre, dans quelle zone de prospérité vous pouvez aller inévitablement ? Mais il ne reste plus que l'Europe. Et donc, forcément, les gens vont venir ici. En plus, vous ajoutez les conditions climatiques, le fait qu'on aura des problèmes d'agriculture, des problèmes de famine, des problèmes économiques, notamment en Afrique, etc. Donc, inévitablement, des gens vont venir. Donc, c'est inévitable que les demandes d'asile vont augmenter, que les demandes de franchissement illégal vont augmenter aussi, et les demandes légales vont augmenter inévitablement, oui. Rapidement, Dina Révolt, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Europe, avec son pacte asile-immigration, s'est préparée à ce scénario-là, justement, à avoir davantage, aujourd'hui, peut-être de gens qui cherchent refuge sur le vieux continent ? La politique migratoire et d'asile européenne est plus grande que le pacte asile-migration. Il y a également un règlement sur le retour, parce que c'est une grande question aujourd'hui d'exécuter effectivement le retour pour des immigrants illégaux, parce que c'est ça aussi qui nourrit les populistes en Europe. Donc ça, c'est un sujet très important. Et puis après, il y a les accords économiques également, parce qu'on parle beaucoup de la rapidité avec laquelle le Maroc a repris les migrants. Parce qu'il y a un accord de coopération très important au niveau économique entre l'Europe et le Maroc. Donc le Maroc avait beaucoup à perdre en fait. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus débattre ce soir de ce sujet sur le plateau de 28 minutes. Allez, dans un instant, avec Isadora Darcial et Théophile Cossa, nous prendrons la tangente à l'européenne. Vous voyez, on reste en Europe finalement, pour nous intéresser à une véritable institution hellénique, à savoir le café frappé. Avant de nous demander, mais au fait, comment ça marche El Niño ? Vous savez, ce courant marin qui perturbe la planète et qui cette année a un joli surnom, El Niño Godzilla. Et oui, alors ça promet. Mais avant ça, rejoignons Victor de Quiver, celui qui aime creuser le sillon de la culture générale comme un homme de la Terre. Et ce soir, vous dînerez moins bête, une question qui égara vos repas d'été. Christophe Colomb a-t-il inventé le racisme ? Christophe Colomb a-t-il inventé le racisme ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique et pense avoir trouvé les Indes. Raté. Mais qu'importe, il vient de déclencher quelque chose de bien plus retentissant qu'une erreur de navigation, la mondialisation du racisme. Avant lui, on se contentait de mépriser son voisin. Après lui, on va pouvoir hiérarchiser la planète entière. Efficace, non ? Regardez cet atlas de 1570, le Theatrum Orbis Terrarum. Sur sa première page, 4 femmes incarnent les 4 continents. L'Europe, au sommet, porte une couronne impériale et des vêtements somptueux. L'Asie, juste en dessous, est habillée, mais elle est pieds nus. L'Afrique, à moitié dévêtue. Et l'Amérique, couchée, quasi nue, brandissant la tête coupée d'une victime du cannibalisme. En moins d'un siècle, les Européens ont réussi à classer l'humanité entière selon une pyramide parfaitement ordonnée. Comme le souligne l'historien Francisco Bettencourt, c'est à ce moment-là que l'Europe se proclame centre du monde. Et le pire,
Cette hiérarchie évolue selon les besoins du moment. Les Amérindiens, d'abord considérés comme les plus barbares à cause du cannibalisme, remontent dans la hiérarchie raciale. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont convertis au catholicisme. Les Africains, eux, dégringolent. La traite esclavagiste fait son œuvre, plus de 12 millions de personnes déportées. Pour justifier ce commerce lucratif, on invente des préjugés tout neufs. Les Africains seraient naturellement inférieurs. C'est pratique quand on a besoin de main-d'œuvre gratuite. C'est aussi à cette époque que la couleur de peau devient un critère central. La blancheur des Européens, jusque-là un marqueur de classe sociale, s'affirme comme symbole de suprématie. La noirceur des Africains devient synonyme d'infériorité raciale. Alors non, Christophe Colomb n'a pas inventé le racisme, mais il a bien ouvert la porte à sa mondialisation. Voilà, vous dînerez moins bête. Et c'est vrai qu'on est toujours aussi moins bête. Grâce à Victor de Quiver, merci beaucoup, merci à sa chronique. Il est temps de les retrouver, Isadora Darcial et Théophile Cossa pour vos chroniques. Isadora, on commence avec vous. On va se mettre à l'heure d'été européenne et vous nous emmenez chaque soir dans un pays d'Europe différent pour y découvrir. Alors, attention, parce que c'est assez large, une pratique culturelle étonnante, déroutante, surprenante, me dites-vous. Et ce lundi, eh bien, on file en Grèce. Exactement. Sachez que j'aurais pu vous emmener danser partout en Grèce pour les panégyries, ces fameuses fêtes de village qui rythment l'été grec. Mais j'ai plutôt envie de vous emmener dans un tiroir de cuisine. Car que ce soit dans un appartement athénien ou une location à Paros, toujours, vous le trouverez, ce petit batteur à lait qui permet à chaque grec de se faire la boisson star depuis 1957. J'ai nommé le café frappé. En effet, certains poussent le vice jusqu'à embarquer cet ustensile à la plage pour que rien ne perturbe le plaisir de tremper ses lèvres dans cette onctueuse mousse qui fait de ce café froid une boisson nationale. Alors en Grèce, la place du café est culturellement très importante. Il y a d'abord ces lieux que l'on trouve dans chaque ville et village grec, le café Néion. Hérité de la domination ottomane, on dit du café Néion qu'il est le parlement du village. C'est là, historiquement, que les hommes, et uniquement les hommes, se retrouvaient pour jouer au backgammon et parler politique. L'apparition du café frappé, elle coïncide avec l'émancipation féminine et la modernisation de la société. Alors, il y a une légende qui entoure quand même la naissance de ce café frappé. On dit que le frappé serait né lors de la foire d'exposition de Thessalonique de 1957. Faute de bouilloire, un exposant représentant un café soluble va décider, en lieu et place de l'eau chaude, de mélanger à de l'eau, des glaçons et du sucre dans un shaker. Alors ça, c'est une version contestée. Totalement. D'aucuns racontent avoir vu du frappé dans une comédie du début des années 50 qui s'appelle Mimis et Fikis. Alors bon, 51 ou 57, quoi qu'il en soit, sachez que ce frappé a conquis le cœur des Grecs jusque dans les années 80, car oui, le frappé a un concurrent de taille depuis les années 90, le Freddo Espresso, qui lui propose une base de véritable espresso et non de café soluble. Si le Freddo est aujourd'hui le plus populaire, sachez quand même que le frappé résiste. On le consomme encore dans les îles. Il dit aussi un petit peu de votre génération. Si vous avez 40 ans et plus, vous aurez toujours une petite tendance, une nostalgie pour le frappé. C'est pourquoi je vous invite à vous munir comme les locaux de cet ustensile permettant de bien vous faire voir chez les Grecs. Eh bien voilà, en plus un bel ustensile, et tous les soirs il y en aura un, vous me promettez maintenant, Isadora. J'espère, essayez. Allez Théophile, avec vous, alors on va voir que les climatologues s'inquiètent car un nouveau phénomène météorologique, El Niño, qu'on connaît un petit peu, est en ce moment en train de se former d'une intensité si forte que certains le surnomment déjà El Niño Godzilla, oui, comme le monstre de cinéma japonais. Alors racontez-nous, El Niño Godzilla, comment ça marche? Oui, alors déjà, Jean-Mathieu, El Niño, c'est un phénomène naturel, météo naturel, qui revient tous les 2 à 7 ans. Concrètement, lors d'un El Niño, on observe un réchauffement des températures de la surface de la mer, plus 1 degré à 1,5 degré pour un El Niño classique, du centre du Pacifique jusqu'au Pérou et l'Équateur. Pourquoi? Parce que parfois, l'été, les alizéens, donc les vents qui vont d'est en ouest le long de l'équateur, soufflent moins fort. Résultat, les eaux chaudes ne restent pas comme d'habitude vers l'Asie et l'Australie, mais reviennent vers l'Amérique du Sud. En conséquence, en automne et en hiver, il fait plus humide au Pérou et en Équateur, plus sec en Australie et en Indonésie. Un El Niño, ça dure entre 9 et 12 mois, et ça n'a rien de nouveau, c'est observé depuis des siècles. Son nom est inscrit dans la littérature scientifique depuis la fin du 19e, nom qui d'ailleurs vient des pêcheurs péruviens. Autour de Noël, ils observaient certaines années que les poissons se faisaient plus rares. Ils ont appelé le phénomène El Niño petit garçon, en référence
à l'enfant Jésus. Et donc cette année, il pourrait être très fort. Oui, absolument, voire même monstrueux, d'où son surnom de Godzilla, choisi en 2015 par un climatologue de la NASA pour définir un El Niño super puissant. Alors, Jean-Mathieu, je sais, je vais vous décevoir. Non, un gros lézard tout vert ne va pas surgir des profondeurs. Mais on observe déjà des températures de la mer très anormalement élevées, plus 2,6 degrés au-dessus des normales enregistrées à la mi-juillet près de l'Amérique du Sud. Regardez cette énorme masse d'eau en rouge. Cet El Niño pourrait même être le plus puissant jamais observé depuis le début des mesures modernes. Et donc avec ça, on imagine des effets à l'échelle de la planète. Oui, même s'il ne s'agit encore que de prévisions, elles inquiètent en haut lieu. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que cet El Niño attise, je cite, une planète déjà en feu, entraînant le monde en territoire inconnu. Ce qui préoccupe, c'est la rencontre explosive entre cet El Niño, qui est, je le rappelle, un phénomène naturel, et le réchauffement climatique d'origine humaine. En conséquence, des risques de pluies diluviennes au Pérou, en Équateur, dans le sud des États-Unis, en Afrique, des potentielles sécheresses et incendies en Australie, Indonésie, Asie du Sud-Est, et puis plus largement, une augmentation de la température moyenne mondiale et des nouveaux records de chaleur en 2027. On aurait sans doute préféré le retour de Godzilla. Ah oui, ça je vous confirme, ça en effet. Merci beaucoup, merci. Mes amis, à suivre sur Arte, votre programme d'animation Putain de chat et soirée classique, on va dire, avec Que la bête meurt de Claude Chabrol et un malaisant Jean-Yann dans un drame de la petite bourgeoisie de la fin des années 60, forcément. Ça ne se rate pas. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de 28 minutes. Allez, tchuss.